Si les cathédrales et les églises ont de tout temps été érigées au cœur des cités, les monastères et les chapelles ont toujours exigé la pleine nature. Des lieux perdus, mais dont le choix ne doit rien au hasard, car, comme les cathédrales, les chapelles reposent sur des emplacements bien précis où s'est dressé presque toujours, à l'origine, un sanctuaire païen. De ce culte païen subsiste d'ailleurs un élément, l'eau, la fontaine qui va de pair avec la chapelle. La fontaine restée guérisseuse, bien que christianisée à son tour. Du Moyen-Âge à la Renaissance, mais surtout durant la première moitié du XVIe siècle, chaque hameau breton va vouloir sa chapelle et pour y parvenir mettre dans la balance la puissance de son seigneur, la volonté de ses clercs et la force conjuguée de ses paysans. Mais bien avant cet âge d'or des chapelles, vers la fin du XIIIe siècle, au plus profond de la campagne bigoudaine, sur le territoire actuel de Plonéour-Lanverne, un château allait devenir sanctuaire pour prix de la guérison d'une princesse qui se mourait. L'origine de Languivois se confond avec cette légende, mais réalité et merveilleux coïncident au moins sur un point, les pierres du château du Veuze servirent bien à la construction du monument. Un siècle plus tard, l'édifice menace ruine. Seigneurs et clergés locaux se mobilisent, font entendre leur voix jusqu'à Rome et finissent par avoir gain de cause auprès du pape Clément VII qui leur octroie les indulgences réclamées. Languivois est sauvé une première fois. 1638, Languivois arbore un clocher tout neuf. Son recteur, Jacques L'Honoré, vient d'achever d'importants travaux d'embellissement. Un an plus tard, la peste sévit à Quimper. Languivois ouvre sa maison d'église aux notables fuyant l'épidémie. « 1675, le drapeau rouge flotte sur Languivois. Des insurgés appelés bonnets rouges imposent leurs lois dans les châteaux et les monastères du pays bigoudin. À l'heure des représailles, Louis XIV n'oubliera pas la participation des monuments et fera abattre le clocher des chapelles coupables. Languivois, Lanverne et Saint-Honoré sont ainsi mutilés. Durant 7 siècles, Languivois avait été la chapelle de son terroir, sachant s'adapter à son époque. Le pays vouait aux morts un culte très vif. Languivois va les accueillir à l'intérieur même de ses murs. Et lorsque la révolte secouera le pays, elle sera aux côtés des insurgés. Plus près de nous, dans un pays essentiellement agricole, son pardon va se faire l'écho de ceux qui peinent dans les champs. Pendant ces 7 siècles, elle avait été entretenue, embellie, restaurée. C'est après 1930, dans un pays que l'exode rural frappe durement, qu'une certaine inertie va s'emparer du clergé et des habitants. En 1939, le toit est endommagé. Durant l'occupation, Languivois ne recevra pas de soins. En 1944, aura lieu son dernier pardon. Victor Hugo affirmait qu'il y avait 2 choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Rayé de la carte des pardons, ayant donc perdu son usage, Languivois pour ses proches n'est plus qu'un tas de pierres. Privé de toiture, éventré, défiguré, en proie aux ronces, Languivois conserve encore une beauté réelle qui va frapper ses nouveaux visiteurs de l'été et en faire des alliés inattendus. C'est sous le choc de cette découverte que l'un d'entre eux, Denis Ménardeau, prend la décision de sauver le monument. Nous sommes en 1967. Le professeur de dessin nantais et sa poignée de bénévoles mettent le pied à Languivois. Et au mois d'avril de la même année, on arrivait avec une équipe d'élèves, enfin de grands élèves, parce que moi j'avais été enthousiasmé par le monument. Tant qu'eux, quand ils sont arrivés là, ils m'ont traité de loufoque, c'était leur première impression.
trouvant qu'il y avait beaucoup trop de travail à faire. Et lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, la chapelle représentait tout, sauf une chapelle, quoi. C'était un tas de terre, de ronces, d'orties, de lierres. Enfin, loin, on avait de la peine à deviner une chapelle. J'ai vu des racines à l'extérieur, énormes, là. Vous aviez dégagé des murs? Alors, ces racines étaient prises dans les murs, consolidaient les pierres et les murs, et faisaient éclater tout, quoi. La racine a pris la forme de la pierre, pratiquement, ou au moins des pierres, quoi. Oui. Hein? Et elle a fait sauter la toiture également? La toiture, oui, c'est un peu le même système, plus ces infiltrations d'eau. Alors, les poutres ont pourri, et tout est parti, quoi, pratiquement. Hein? Et ici, le sol, là? Ah oui, ici, le sol, c'était beaucoup plus haut, il faut au moins compter ça. Il y a de la terre, des caillasses, de l'herbe, enfin, bien des choses, si bien que la porte que vous voyez ici, là, oui. On a été obligé de la démurer. Pensez, nous, que c'était une fenêtre, et puis en réfléchissant que toute chapelle bretonne, il y a un petit banc, on a cherché le banc, on a cherché le niveau, on a trouvé le seuil de la porte, on a été obligé de tout redescendre d'à peu près 80 cm, quoi. Ben, Denis, je l'ai connu pratiquement la première fois qu'il est venu ici, mais enfin plutôt sur les derniers jours. Oui. Il venait là le matin prendre son petit café. Alors, pas le premier jour, bien entendu, mais enfin 2 ou 3 jours après, voyant ce client-là venir tous les jours, ben, qu'est-ce qu'il faisait là, quoi, hein? Il dit qu'il s'occupait de l'Anguivois avec un groupe de jeunes. Ça vous a beaucoup étonné? Oui, ah oui, oui. Et j'ai été voir qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Alors évidemment, la première semaine qu'ils ont été là, le travail avançait à vue d'œil, puisque les ronces, c'est beaucoup plus facile à enlever que les cailloux, par exemple, quoi, hein. Et alors, je l'ai aidé, quoi, à trouver du matériel. Ou bien j'allais avec lui, ou bien je lui disais où trouver. Albert Elias devient le premier président de l'association de sauvegarde. Très sceptique au départ, les gens du pays viennent peu à peu, dans le cadre de kermesse, se rendre compte de l'état des travaux et apporter leur contribution financière. C'est combien d'années que vous travaillez ici? Ça fait la 3e année. On a enlevé une partie de la toiture, celle qui tombait lorsqu'on travaillait. On travaille un peu casse-cou, mais enfin, je crois qu'il gagne ça. Et quels sont vos projets? Les projets immédiats, ce serait de remonter une toiture. Denis, depuis que je vous observe depuis 3 jours, je me pose une question, c'est de savoir pourquoi vous avez entrepris ce sauvetage. Pour des raisons religieuses? Non, nullement pour des raisons religieuses. Hein. Pour la bonne raison, c'est que si j'étais élevé dans la religion catholique, je suis plus croyant. Hein. Je ne pense pas. Et néanmoins, vous vous intéressez à ce monument? Ah, mais certainement. Parce que je ne pense pas que le fait de sauver une chapelle, il faut nécessairement être croyant pratiquement tout ce que l'on veut. Vous pensez que ce monument a un témoignage à apporter à nos contemporains, aux gens qui vivent aujourd'hui? Certainement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ça représente pour moi d'abord le travail du Moyen-Âge, qui savait faire quelque chose de beau, de grand, qui change un peu de ce que l'on fait actuellement. Hein. Et puis, ça représente quand même une chose grandiose. Languivois, Lanverne et Saint-Honoré, 3 chapelles abandonnées. Aujourd'hui, le sauvetage de Languivois est en cours. Le succès de ce premier service religieux prouve que la relation entre le monument et sa communauté est loin d'être définitivement rompue. Pardon, comme sa chapelle, appartient d'abord à son quartier. C'est d'abord à celui-ci qu'elle propose des retrouvailles annuelles. Dans le vaste éventail des pardons bigoudins, coexistent de minuscules pardons et de prestigieux rassemblements comme celui de Pénors.
Venir au pardon, où qu'il soit, c'était d'abord renouer avec la possibilité du miracle. Mais la présence du surnaturel n'occultait pas le sens pratique des habitants. À Languivoire, les préoccupations matérielles restaient très agricoles. Les fermières apportaient sur l'autel Saint-Adrien des mottes de beurre en quantité, qui seront vendues aux enchères au profit de la chapelle, à quoi s'ajoutaient chanvre et crins de chevaux. En ce temps-là, il n'y avait pas de voiture comme maintenant, automobile, quoi. Il y avait des chars à banc, quoi, attelés avec un cheval, là, ils venaient là, ils dételaient un peu partout, par là, quoi. Il y en a qui viennent même de très loin, peut-être de plus loin que Quimper. Une genre de kermesse, si vous voulez, quoi. Puis on y trouvait tout. Des restaurants qui venaient du bourg, là, des bistrotiers. Là, on vendait des pinards, des limonades, de la bière. Il y avait aussi d'autres choses, il y avait des mottes de beurre, même des porcelets. Et pourquoi on ne l'a pas réparée, cette chapelle? Eh bien ça, je me demande. Pourquoi on ne l'a pas réparée? Parce que je trouve qu'elle avait un bon rapport. Parce que ça coûtait trop cher, quoi, de la ranger. C'est vrai qu'on a voulu la vendre. Ben, j'ai entendu parler de ça, même je crois que ça a paru sur les journaux, oui. Qu'on voulait la vendre, mais là, on n'était pas d'accord de voir un monument comme ça partir. Tiens, nous, c'est pas nous, c'était aux ancêtres avant nous, ben, on aime bien la voir là. C'est un peu à nous, si vous voulez. Vous vous intéressiez tellement aux vieilles pierres? Non, pas tellement. A priori, je n'avais pas l'amour des vieilles pierres, quoi. Et bah, depuis que je suis venu ici, maintenant, c'est fait, quoi. Vous êtes de la région? Oui, de Ponéo même. Oui. Vous êtes le seul de Ponéo? Oui. Pourquoi vous êtes venu ici? Bon, pour passer des vacances, d'abord, puis après pour restaurer. Moi, c'est une vieille chapelle, ça me plaisait, j'aimais bien les vieilles pierres. J'ai l'intérêt, puis alors on finit par s'attacher un petit peu. Au monument? Oui. Pierre, ça fait combien de temps que vous venez ici? Ça fait 7 ans que je viens sur le chantier. Ça fera 7 ans cette année, la 7e année. Vous êtes venu un peu par hasard? Oui, par hasard, c'est-à-dire que je faisais mes études d'ingénieur à Nantes et je me suis trouvé à avoir des vacances de Pâques où je ne savais pas quoi faire. C'est des amis qui m'ont proposé de venir. Et vous, le monument vous a apporté quelque chose? Ah ben, le monument m'a apporté quelque chose. Il vous a apporté un mari? Ben, exactement, oui, enfin... Denis, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Vous avez fait des travaux importants, en fait. Ah, important, oui, parce qu'on a redescendu la moitié du calage, on a remis des autels aussi de niveau, remplacé des pierres en haut de la tour, et le presbytère qui est derrière moi, là, qui a été restauré entièrement. Ouais. Ça vous a demandé des années de travail? Des années de travail, oui, puisque ça fait 11 ans maintenant. Le passage à la télévision, les prix remportés, les visites officielles.